All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice-Édouard Nguesson s'est poursuivi du 9 au 12 décembre 2024 avec les déclarations de clôture des parties et participants. La Chambre de première instance 5 de la Cour pénale internationale a entendu au cours de 4 jours d'audience les conclusions d'un procès ouvert depuis le 16 février 2021. M. Alfred Yekatom, ancien caporal-chef des forces armées, et M. Patrice-Édouard Nguesson, ancien ministre, sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en République centrafricaine entre fin 2013 et août 2014. Les deux hommes auraient coordonné les opérations militaires des anti-Balaka à l'encontre de la population civile musulmane lors d'un conflit armé qui les opposait au groupe Seleka. Face à une chambre de première instance 5 composée du juge-président Bertram Schmitt, du juge Peter Kovacs, du juge Django Chung et de la juge suppléante Betty Holler, se sont successivement donné la parole le bureau du procureur, les 2 équipes de représentants légaux des victimes et les 2 équipes de la défense. Premiers à prendre la parole, les avocats de l'accusation ont présenté différents arguments pour parler du rôle et de la responsabilité qu'aurait endossé chacun des accusés dans les incidents de 2013 et 2014 dans plusieurs villes de la République centrafricaine. En ce qui concerne Patrice-Édouard Nguesson précisément, pour le premier substitut du procureur Pierre Kweku van der Pouy, les éléments de preuve montrent que l'ancien ministre avait dirigé les anti-Balaka dans l'exécution de crimes à l'encontre de la population civile musulmane. La preuve montre que M. Nguesson a choisi de diriger les anti-Balaka et qu'il avait les moyens de fuir comme tant d'autres, de partir. Il a pourtant choisi de partager la rhétorique de Bozizé en facilitant et instrumentalisant la division ethnique et la haine. Il a choisi de s'impliquer pour galvaniser la jeunesse, pour soutenir Bozizé après sa chute. Et puis, après sa chute, il s'est mobilisé avec les groupes d'autodéfense anti-Balaka. Il a choisi d'avancer dans les objectifs idéologiques et pratiques du groupe. Il a aidé à le structurer, ce groupe. Il a aidé à faciliter ses opérations et sa capacité à travers des dons d'argent, y compris pour les munitions et des armes, en coordonnant les principaux responsables, les comzones ou les coordinateurs, comme Maxime Mokom, impliqués directement dans la conduite des opérations militaires qui inclut l'attaque à grande échelle perpétrée par les anti-Balaka contre les civils musulmans entre septembre 2013 et jusqu'à décembre 2014. Comme la preuve le montre, M. Nguesson a choisi d'émettre des instructions, des orientations et des ordres, y compris par rapport à certaines de ces attaques. Il ne fait aucun doute que M. Nguesson savait et reconnaissait qu'en instrumentalisant les combattants, remplis de vengeance, attisés par une rhétorique inflammatoire, allait mettre sur un pied d'égalité les civils musulmans et les combattants Seleka. Et ce faisant donc, il savait que les crimes commis allaient être inévitables. En septembre 2013... De son côté, Maître Lucho Garcia a étayé au sujet d'Alfred Yekatom. Pour l'avocat du bureau du procureur, Alfred Yekatom avait également participé à la commission de crimes en 2013 et 2014, d'abord en créant le groupe armé anti-Balaka, puis en le structurant. La contribution de M. Yekatom, telle qu'elle ressort de la preuve, est la suivante. Dans un premier temps, c'est M. Yekatom lui-même qui a créé son groupe anti-Balaka. La preuve le dit, il y a Maître Van der Pouy qui a passé un enregistrement vidéo ce matin. Et il y a d'autres enregistrements vidéo, évidemment, en preuve, dans lesquels M. Yekatom parle du fait que c'est lui-même qui a eu cette idée de créer son groupe anti-Balaka, alors qu'il se trouvait à Zongo. Il a structuré
Et il a organisé ce groupe anti-Balaka dans la bourse et selon une hiérarchie de type militaire, car rappelons-le, M. Ekatom lui-même étant un soldat de carrière, avait déjà de l'expérience dans la matière. Et ce qu'il a fait, Monsieur le Président, c'est qu'il s'est positionné en tant que chef de son groupe anti-Balaka, un chef qui était incontesté. Et qu'est-ce qu'il a utilisé justement pour faire en sorte que son autorité ne soit pas contestée? C'est la violence. La violence non seulement à l'égard de ses ennemis, mais la violence à l'égard de ses propres éléments. Alors, ça va justement d'agression à tirer des coups de feu, à tuer des personnes. Rien, Monsieur le Président, absolument rien, et c'est quand même assez important à saisir ce principe, et ce qui ressort de la preuve, il n'y a rien qui se faisait au sein de son groupe sans l'autorisation de M. Ekatom. À la suite, les différents avocats des deux équipes de représentants légaux des victimes se sont également adressés à la Chambre. Ces avocats portent la voix des victimes au cœur du procès. Et dans cette affaire, plus de 1260 victimes ont été autorisées à participer aux procédures. La représentante Elisabeth Rabesandratana a rappelé pourquoi la participation des victimes à tous les stades du procès est importante, et cette audience de déclaration de clôture plus particulièrement. Nous sommes au stade de la clôture. Cette audience est importante pour les victimes. Pourquoi? Voici quel est l'enjeu. Ce procès relève d'un chemin de mémoire sur la route de la résilience. C'est un outil de connaissance, d'approche, de la compréhension de cette guerre qui reste une énigme pour la population civile musulmane, illettrée. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Le petit commerçant, le grossiste, le semi-grossiste, l'éleveur de bétail, celui qui fait le transport. Qu'ai-je fait pour subir ces atrocités? Pourquoi? Comment comprendre cette guerre, l'enchaînement des atrocités? Eh bien, par le vecteur des témoignages des uns et des autres, du procureur, de la Chambre, de la défense, par les propos tenus, les recoupements des faits entre eux. Elle tente d'approcher une vérité. Par l'énoncé des charges, des dates, des lieux, des noms qui résonnent en elle, tels que l'école de la liberté, un site d'apprentissage transformé en camp de déplacés, tel que l'école de Yamoa, lieu terrible de torture, tel que Beki, tel que Monseigneur Rino, qui a essayé d'apporter quelque nourriture à ces victimes réfugiées dans ce camp. Tous ces procès, tout ce procès, leur donne des éléments de réflexion, leur permet de revisiter leur vécu effroyable, trop lourd, trop traumatisant, trop longtemps enfoui aussi. Maître Dimitro Souproun, représentant des anciens enfants soldats, a également souligné l'importance de la participation des victimes. Il a interpellé la Chambre sur les pratiques qui ont été adoptées lors de ce procès, au détriment, selon lui, des anciens enfants soldats qu'il représente. Dans cette affaire, contrairement à la pratique constante dans toutes les autres affaires précédentes, les représentants légaux
ont été accordés 1 mois et 1 semaine pour déposer une requête en fin d'autorisation de présenter de la preuve, avec les listes finales des témoins proposées, incluant les résumés du témoignage anticipé. En conséquence, les représentants légaux ont été tout simplement privés de la possibilité de faire leurs enquêtes comme il se doit et de se préparer de façon appropriée au stade du procès, aussi crucial qu'il soit pour les victimes. Je suis conscient que les chambres de première instance de cette Cour, tout comme les chambres préliminaires, ne sont pas tenus de se conformer avec la pratique des autres chambres. Or, nous sommes devant une seule Cour, et cette Cour est censée assurer la cohérence et la prévisibilité de sa propre jurisprudence. La prévisibilité est l'une des exigences essentielles de chaque système juridique, national ou international, tel que celui qui est prévu par le statut de Rome. La prévisibilité du système juridique du statut de Rome est requise non seulement pour permettre au Conseil d'avoir une idée plus ou moins claire de ce à quoi ils peuvent s'attendre d'un point de vue procédural. Cela est également nécessaire pour la réputation ou pour l'image de la Cour, pour faire preuve que cette institution est en mesure d'assurer la cohérence et la prévisibilité de sa propre jurisprudence. En tant que conseil de la défense de M. Alfred Yekatom, différents avocats ont appelé la Chambre à distinguer les diverses informations qui se dégagent des témoignages entendus en salle d'audience. Ils ont fait valoir que plusieurs témoins, des autorités locales, religieuses et humanitaires, ont témoigné par exemple de l'impact positif de la présence de M. Yekatom en 2013 et 2014. En plus, les avocats ont argumenté que l'accusation présente comme des faits établis des récits qui, selon eux, sont mensongers. Le conseil principal Mylène Dimitri a par exemple, et à l'appui de diapositives, demandé à la Chambre de prêter une attention particulière aux éléments de preuve vidéo soumis par l'accusation. Encore plus perturbant. Et c'est ma diapositive suivante. Madame, Messieurs les juges, vous vous en souviendrez car cet extrait a été utilisé plusieurs fois dans le procès, que dans ce même documentaire, il y a une personne à genoux. Et le narrateur dit qu'il est puni et qu'il aurait été tué plus tard ce soir-là au cours d'une exécution sommaire par M. Yekatom. Et l'accusation utilise le documentaire principal, paragraphe 476 de leur mémoire, pour sous-tendre quoi? Eh bien, pour expliquer que M. Yekatom appliquait la discipline à travers des moyens violents, y compris en tuant ses propres éléments. Et après le mot « tuer », il y a une note en bas de page, et cette note en bas de page fait référence à cet extrait du documentaire principal. Et, Madame, Messieurs la Chambre, vous vous souviendrez que nous avons trouvé des éléments selon lesquels cette personne est encore vivante. Et c'est la diapositive suivante. Parce que vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les juges, que lorsque l'on voit les extraits bruts, pas le document principal, le visage de la personne n'est pas flouté. Et nous retrouvons sa mère, à qui on a montré ce documentaire principal, qui en a montré cette photo, et qui confirme que c'est bien son fils et qu'il est vivant. Et c'est le témoin de la défense, le témoin de la défense 3015. Et lorsqu'on a montré sa déclaration, à travers un 68.2, l'accusation dit, eh bien, c'est d'une pertinence marginale. Et donc, utiliser cela
pour dire que M. Yekatom utilise la violence, même tuer ces éléments. C'est le fondement de leur paragraphe. C'est la dernière vidéo que je souhaitais utiliser pour cette démonstration, Madame, Messieurs les juges. Alors, je ne peux pas être avec vous pendant vos délibérations, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc, ce que je peux vous demander, par contre, c'est de montrer une attention particulière quand vous examinerez l'interprétation de l'accusation de ces éléments vidéo dans cette affaire. Et j'espère qu'avec mes exemples, j'ai pu vous montrer de quelle manière ils distorsionnent les éléments de preuve. Et j'espère que pendant vos délibérations, vous prendrez nos réponses aux Écritures et nos interventions comme un guide pour lire leur interprétation erronée du matériel vidéo. À la défense de M. Patrice Edouard Ngaïsona, les conseils ont également parlé de la pertinence des éléments de preuve de l'accusation, qui, selon eux, n'a pas été démontrée. Le conseil principal, Geert-Jan Knoops, a déclaré un aveuglement volontaire de la part du bureau du procureur et de l'absence de preuves directes contre M. Ngaïsona. Il a parlé en particulier de 3 témoins de l'accusation qu'il a appelés des témoins clés et dont les dépositions ne seraient pas fiables. Le fait de s'appuyer de manière excessive sur des éléments de preuve non corroborés de témoins contestés, par exemple P2625 1847 0801. Et il est particulièrement révélateur que l'accusation utilise ces 3 témoins clés comme étant les seules sources. Quelquefois, pour les allégations clés proférées contre M. Ngaïsona. Et si l'on regarde leur déposition devant cette cour, il ne fait aucun doute que ces témoignages étaient absolument non fiables, problématiques, contentieux. Et d'ailleurs, à chaque fois, ils ont fait l'objet de débats féroces devant cette chambre. P0801, pour son rôle clé dans la subordination de témoins dans l'affaire Bemba et son manque de crédibilité. P2625, pour sa coopération fluctuante avec la Cour, son manque de crédibilité. Par exemple, sa déposition sur ce qu'on a appelé les archives secrètes qu'il n'a jamais produites et qui auraient été détruites. P1847. La Chambre a constaté des interférences qui ont donné lieu à 2 versions complètement différentes de sa déposition sans que l'on sache jamais laquelle de ces versions était correcte, sur laquelle on pouvait s'appuyer. Ces 3 témoins, dits témoins clés, à part leur caractère contentieux, ces 3 témoins ont fourni des allégations, ont apporté des allégations totalement non corroborées. La tenue de ces audiences, consacrées au plaidoirie final de chaque partie et participante à l'affaire, annonce la conclusion du procès. Depuis le 16 février 2021, la Chambre a entendu 75 témoins appelés par le bureau du procureur, 3 victimes appelées par les représentants légaux des victimes et un total de 19 témoins appelés par les 2 équipes de la défense. Le procès dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona se poursuit désormais avec les délibérations des juges, à l'issue desquelles un jugement sur la culpabilité ou non des 2 accusés sera prononcé.